Marie Jeanneret, levez-vous. L'accusée se redresse un peu gauchement. Elle est jeune, mais à 32 ans, elle fait déjà vieille fille. Cette impression provient aussi de sa tenue. Elle est vêtue de noir des pieds à la tête, comme pour un enterrement. Elle porte des lunettes à verre bleu qui soulignent un front fuyant. Ce qui frappe encore chez Marie Jeanneret, c'est sa pâleur, sa maigreur, son aspect maladif. On ne connaît rien de sa vie sentimentale, mais probablement n'en a-t-elle jamais eu. Elle n'a vraiment pas le genre à séduire les hommes. Le président poursuit. Marie Jeanneret, vous étiez en bas âge quand vous avez perdu vos parents, mais vous n'avez pas été abandonnée pour autant. Votre famille a pris soin de vous et vous n'avez manqué de rien. C'est vrai qu'elle n'a manqué de rien. Les Jeanneret sont honorablement connus dans le canton de Neuchâtel et ils ont le sens de la solidarité familiale. Un oncle et une tante du Locle recueillent la petite orpheline et ils l'élèvent comme leur propre fille avec des trésors d'indulgence. Un peu trop, peut-être. Avec les années, l'enfant manifeste de légers troubles du comportement qui n'ont encore rien de très inquiétant. À l'âge de l'adolescence, elle entreprend plusieurs apprentissages, mais elle n'en mène aucun à chef. Cependant, il y a plus grave. Ses familiers notent chez la jeune fille une propension à l'intrigue et au mensonge. Et arrive un moment où sa destinée va basculer. Sa santé physique a toujours été précaire. Elle en prend brusquement conscience, et alors, elle s'écoute, elle s'ausculte, elle se découvre 1000 maux réels ou imaginaires dont elle note minutieusement tous les symptômes. Elle va faire le siège de tous les médecins de la région, se faire délivrer force médicaments pour des affections aussi multiples que la paralysie des sphincters, des vomissements sanguinolents, une maladie de la matrice, de l'épine dorsale et plus particulièrement des troubles de la vue qui vont parfois jusqu'à la cécité. Mais Marie ne se contente pas des médecins du cru. Elle court consulter les docteurs de la côte vaudoise, de Genève, assouvissant ainsi une seconde passion, celle des voyages. Bien sûr, ce n'est pas l'Afrique ni l'Orient, mais voilà. Notre histoire se déroule il y a plus d'un siècle, autour des années 1860. Mais revenons à l'interrogatoire du président de la Cour. Marie Jeanneret, à près de 30 ans, vous n'avez toujours aucune formation professionnelle, quand, subitement, vous trouvez votre voie. Une voie, hélas, qui vous mènera sur les bancs des assises. Eh oui, à force de fréquenter des médecins, des spécialistes, à force de s'administrer des remèdes à profusion, elle se découvre un beau jour une vocation irrésistible qui va bouleverser sa vie. Une vocation de garde-malade, les infirmières d'autrefois. Du coup, elle s'inscrit à l'école de garde-malade de Lausanne, dont l'enseignement s'étend sur 5 mois. Elle n'en fera que 2. Dès son entrée, ses troubles caractériels réapparaissent. Elle est agitée, exaltée, imprévisible dans ses réactions. Elle se plaint que sa vue baisse, jusqu'au moment où elle n'y voit plus. C'est une autre élève qui la prend par la main pour la guider dans ses allées et venues. Dès qu'elle se rétablit, Marie Jeanneret prend une décision inattendue, celle de quitter l'école. Quelle mouche la pique donc? Peut-être que son instabilité ne la disposait guère à suivre un apprentissage d'une certaine durée. Plus probablement, elle estime qu'elle en sait plus que ses enseignants et elle n'a qu'une hâte, aller se dévouer au chevet des malades. Marie Jeanneret trouve vite chaussure à son pied. Une pension pour dames âgées et souffrantes, tenue par la famille Juvet, dans une commune des environs de Genève, plein palais. Elle se présente à la propriétaire des lieux, une sympathique et alerte quadragénaire, Louise Henriette Juvet, qui n'en croit pas ses oreilles. Non seulement Marie se déclare titulaire d'un diplôme de garde-malade, mais elle fait état de nombreuses recommandations de praticiens réputés. Avec un tel pédigré, elle doit avoir des prétentions financières exorbitantes. Pas du tout.
elle entend soigner les pensionnaires gratuitement, uniquement par goût personnel, pour soulager les souffrances d'autrui. Bref, la perle des gardes-malades. Elle se met aussitôt à l'ouvrage et se dépense sans compter pour soigner les vieilles dames. Tous les docteurs de la pension Juvet s'accordent à louer ses services. Elle sait comment doser les médicaments, poser les sangsues, administrer les lavements. C'est Marie et elle seule qui court les apothicaires de Genève pour faire exécuter les ordonnances. Elle excelle à capter la confiance des pharmaciens. Pensez, elle est si bonne façon et elle connaît si bien les propriétés et les préparations des remèdes. Elle inspire tellement confiance. Et elle inspire même une si grande confiance que les boutiquiers n'hésitent pas à lui livrer, sans ordonnance, des solutions d'atropine ou des graines de morphine pour son usage personnel. La pauvre, elle souffre des yeux, de troubles nerveux, mais c'est une garde-malade si expérimentée qu'on peut sans crainte remettre entre ses mains des produits réputés dangereux. À la pension Juvet, il se passe pourtant des choses singulières. Au cours de l'année 1867, en quelques mois, un mauvais sort semble s'acharner sur les vieilles dames qui y séjournent. 3 pensionnaires passent successivement de vie à trépas. Normal, me direz-vous, dans une pension pour personnes âgées. Mais il y a des coïncidences troublantes. On se rappellera par la suite que les victimes présentaient des symptômes identiques avant leur mort, des vomissements fréquents et une forte dilatation des pupilles. La Jeanneret, comme on l'appelle, s'affaire avec beaucoup de zèle auprès des malades, et tout en leur donnant leurs potions, elle prophétise comme la Pythie de Delphes, sans mâcher ses mots, quand elle commente leur état. Écoutez plutôt. La pauvre mourra probablement d'une congestion cérébrale. Autre propos. Cette fois, la Junot a son affaire. Ou bien, je ne peux pas souffrir cette poison, cette charogne. Mais la série noire qui s'abat sur la pension Juvet est loin d'être terminée. La solide Madame Juvet et sa petite-fille Julie doivent s'aliter à leur tour, frappées d'un mal mystérieux. La maîtresse de maison garde une foi inébranlable dans les compétences de sa garde-malade et elle se livre docilement à ses soins empressés. Il en va autrement de l'enfant, qui n'a pas oublié que Marie lui a offert des bonbons qu'elle a vomis sur le champ. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi la Jeanneret a pris cette fillette de 11 ans en grippe. Et, croyez-moi, elle n'y va pas de main morte. Il lui arrive de l'insulter, de l'empoigner par les cheveux ou de lui asséner des gifles. Malgré, ou peut-être à cause des remèdes qu'elle fait prendre à la gamine, la petite malade dépérit et finit par succomber. On cache la triste nouvelle à sa mère, car elle aussi est au plus mal. Elle rejoindra 1 mois plus tard sa fille dans la tombe. Pour l'une et pour l'autre, leur agonie s'est accompagnée de vomissements continuels et d'une forte dilatation des pupilles. En quelques mois, la pension Juvet est devenue la pension de l'horreur. En marge de ces événements dramatiques, un incident étrange va se produire. La femme de chambre de la pension met la main sur un billet anonyme conçu en ces termes. Vous envoyez bien vite votre monde vers le Père éternel, mais gare à la place neuve et à son instrument. À l'époque, la place neuve est le lieu des exécutions publiques, et l'instrument n'est autre que la guillotine. Mais revenons à Marie Jeanneret. La pension Juvet est fermée faute de combattants, et il ne reste à la garde-malade que la possibilité d'aller exercer ses talents ailleurs. Elle se place chez une dame âgée qui est atteinte d'une fluxion de poitrine. Manque de chance, la malade rend le dernier soupir au bout de 3 semaines et la Jeanneret s'en va louer une chambre indépendante chez un ancien instituteur, le sieur Gros. De là,
elle est appelée à donner des soins à une cliente fortunée, une dame Bourcard, dont la santé donne quelques soucis à son entourage. L'entrée de Marie dans cette maison bourgeoise ne passe pas inaperçue. Elle porte au bras un panier rempli de petites bouteilles. Au domestique qui s'étonne, elle répond le plus naturellement du monde « C'est pour le traitement de mes yeux et de mon épine dorsale ». 3 jours après son arrivée, pas plus, Madame Bourcard commence à présenter des symptômes alarmants. Des crises nerveuses, accompagnées d'actes désordonnés et de vomissements. Marie, jugeant son état d'un œil compétent, ne se montre pas optimiste. Elle glisse à l'oreille de la cuisinière « Vous verrez que Madame Bourcard mourra comme sa mère d'une fièvre à la tête. » Elle n'a pas le temps de vérifier ses prédictions, car la famille l'écarte de la malade avant de la congédier. Et, miracle, dès qu'elle a tourné les talons, Madame Bourcard reprend des forces et se rétablit. Ah, j'allais oublier, et vous allez voir que ce n'est pas négligeable. Dans le même temps, Marie Jeanneret ne laisse pas pour autant son logeur, Monsieur Gros, et sa fille, Madame Bouvier. Ces 2 personnes sont en excellente santé. Aussi ne fait-elle que partager leur repas et mettre la main à la pâte, de préférence à la cuisine. Mais contre toute attente, les voilà qui tombent coup sur coup malades, tous les 2. Alors que Madame Bouvier est en proie au délire, Monsieur Gros confie à un ami « Heureusement que nous avons une bonne garde malade. » Le malheureux, s'il se doutait. C'est bientôt à son tour de prendre le lit pour ne plus se relever. Les 2 médecins qui traitent l'instituteur et sa belle-fille en perdent leur latin. Ils ne s'expliquent pas pourquoi Monsieur Gros se trémousse, par sot et par bond, c'est leur expression, et pourquoi Madame Bouvier a, par intermittence, la moitié du corps paralysé. Depuis 40 ans que je pratique la médecine, dit l'un d'eux, j'ai jamais rien vu de semblable. La Jeanneret hausse les épaules. Ces médecins sont des foutus bêtes, et qui cherchent midi à 14 heures, comme elle dit. L'explication est si simple. Pour elle, Gros a avalé coup sur coup 8 verres de vin, tandis que Madame Bouvier a attrapé un coup de soleil. Faut qu'il se repose. Elle mène, tout au long de leur traitement, une garde vigilante autour des 2 malades et écarte sans ménagement les amis et les visiteurs. Sauf une dame Légeret. Une dame Légeret qui trompe sa surveillance et à laquelle Marie offre une tasse de thé. Ciel! La visiteuse commence à se tortiller avant de perdre connaissance. On doit la transporter à son domicile, mais elle s'en remettra. Hélas, Monsieur Gros et Madame Bouvier n'ont pas cette chance. Ils expirent à quelques jours d'intervalle. Si bien qu'il ne reste plus à la garde malade qu'à plier bagages et à s'installer dans une pension, la pension de Sarzan, toujours à plein palais. Ce sera la fin de son périple. Juste le temps de se lier d'amitié avec une jeune pensionnaire, Mademoiselle Fridges, qu'elle comble de prévenance et qu'elle emmène en bateau sur le lac Léman. Un soir, Marie invite sa compagne à manger dans sa chambre et elle lui mijote un petit repas agrémenté d'un verre de vin sucré. Soudain, Mademoiselle Fridges arrache ses vêtements et commence à courir à moitié nue dans les couloirs de la pension. Le docteur Goudet, appelé à la rescousse, la fait transporter d'urgence à l'hôpital. L'interne de service ausculte la malade et, le visage grave, il se penche vers son confrère. À mon avis, c'est un empoisonnement à l'atropine. Le docteur Goudet hoche la tête. C'est un des médecins qui traitait les moribondes de la pension Juvet. Un déclic vient de se produire dans sa mémoire et un rapprochement effroyable s'impose à son esprit. Vite, il appelle le docteur Rapin, celui-là même qui avait soigné Madame Bourcard. Son collègue le confirme dans ses soupçons. Déjà auparavant, il avait eu des doutes sur l'origine des symptômes de sa cliente. Le docteur Rapin prend alors la situation en main.
Il ordonne de conserver les urines de Mademoiselle Fridges et il jette un coup d'œil à la pendule. Il est 23 heures. Il lâche ces mots. Nous n'avons pas le choix. Malgré l'heure tardive, il faut immédiatement nous rendre chez le procureur général. Dans son salon cossu, où achève de mourir un feu de cheminée, le procureur général William Turrettini écoute avec une attention soutenue les recoupements auxquels le docteur Rapin est parvenu et le rôle qu'a pu jouer la garde-malade dans la chaîne des décès suspects qui se sont succédés dans la ville de Genève l'intéresse au plus haut point. À la fin du récit, le haut magistrat prend sa décision. Il va, sur le champ, donner l'ordre à la police d'appréhender la garde-malade et de saisir tous les produits se trouvant à son domicile. Le lendemain, à 6 heures du matin, l'inspecteur Roch sonne à la porte de la pension de Sarzan et invite la suspecte à s'habiller pour l'accompagner au palais de justice. Le docteur Rapin est présent et, avec le policier, il fait main basse sur les innombrables flacons qui encombrent la chambre de l'infirmière neuchâteloise. Des pièces à conviction capitales pour l'information qui va s'ouvrir. Le juge d'instruction, M. Girard, est, comme le réclame sa fonction, un magistrat perspicace et curieux. Mais, contrairement à certains de ses collègues, il est rapide et expéditif. Il oriente simultanément son enquête dans plusieurs directions. Tout d'abord, le juge informateur va porter ses recherches dans le temps et dans l'espace pour contrôler si la prévenue a également laissé des traces dans les milieux qu'elle a fréquentés. Et il fait mouche à Clarens, à Vevey, à Lausanne, dans tous les lieux où la Jeanneret a séjourné dans sa jeunesse, la maladie mystérieuse avait frappé ses relations. Heureusement, pas de mort à déplorer. Sa technique ne devait pas être tout à fait au point. Même en 1867, les cadavres parlent. Le juge informateur ordonne l'exhumation de 7 corps, dont ceux de Madame Juvet et de sa fille, de l'ancien instituteur et de Madame Bouvier. Le docteur Rapin et le docteur Piachot procèdent au prélèvement des principaux organes internes des dépouilles en vue de leur analyse chimique. Les résultats de l'expertise frappent de stupeur la population genevoise. Tous les cadavres contiennent des doses de morphine et d'atropine mortelles absorbées du vivant des victimes. Mais le juge n'est pas encore au bout de ses surprises. Les urines de Mademoiselle Fidges recèlent les mêmes alcaloïdes, tandis qu'un flacon entamé, oublié par la prévenue chez Madame Bourcard, renferme les mêmes substances toxiques. Les 2 rescapés de la série des empoisonnements l'ont échappé belle. Il ne reste plus au juge qu'à procéder au recoupement avec les produits saisis dans la pharmacie de Marie Jeanneret. Tout se tient parfaitement, aucune pièce ne manque au puzzle. C'est encore et toujours de l'atropine et de la morphine qu'on identifie dans les petites fioles de la garde-malade. Mais, me demanderez-vous, d'où provient cet arsenal terrifiant? Tout simplement de pharmacies ayant pignon sur rue. À Genève, on établit que l'inculpé s'est fait délivrer 38 solutions d'atropine, de quoi empoisonner une quarantaine de personnes. À Genève seulement, car elle avait ses entrées dans d'autres officines de la Suisse romande. Mais qui est Marie Jeanneret? Qui est ce monstre qui se cache derrière le dévouement et l'abnégation pour apprêter ces solutions mortelles de poison? C'est la question que se pose le juge Girard, mais il a beau compulser toutes les publications savantes de sa bibliothèque, il ne trouve aucun élément de réponse. Pourtant, il connaît ses classiques, le juge. Les Borgia, la Brinvilliers, Madame Lafarge. Les unes tuent par passion, d'autres par vengeance, les plus nombreuses par cupidité. Mais dans son dossier, aucun, j'insiste bien, aucun motif connu ou humainement concevable ne s'applique aux actes criminels de Marie Jeanneret. Après 5 mois d'instruction et d'interrogatoire serrés, le juge dépose les armes. De nos jours, il aurait probablement conclu
crime gratuit, crime sans mobile apparent. Voilà où nous en sommes au moment où s'ouvre le procès de l'empoisonneuse, ce 25 novembre 1868. Aux alentours du palais de justice, une manifestation de rue réclame la tête de l'accusé. Mais cette rumeur malsaine ne pénétrera pas dans l'enceinte de la cour d'assises, où règne un climat feutré et dépassionné. Le jury, 12 hommes, est presque entièrement issu des 200 familles de la grande bourgeoisie genevoise. Des jurés attentifs, concentrés, qui vont poser des dizaines de questions pour en savoir davantage sur la personnalité de l'accusé. On est loin du procès Landru, où le prétoire avait été transformé en véritable salle de spectacle. Il faut reconnaître que Marie Jeanneret n'a pas le panache propre à électriser les foules. Elle n'intervient jamais, elle n'invective personne, elle se contente de répondre sagement aux questions qui lui sont adressées. Une accusée modèle, en quelque sorte, qui admet les faits sans vraiment les reconnaître. Le président: accusé, vous reconnaissez avoir administré des doses mortelles d'atropine et de morphine à vos patients? Marie Jeanneret: oui, monsieur le juge, mais j'ignorais que ces produits étaient dangereux. Je voulais seulement calmer leur souffrance. Vous savez, j'employais beaucoup l'atropine pour mes propres maladies. Ça me soulageait énormément. J'ai pensé qu'il en irait de même pour les autres. Allons, vous connaissiez l'effet toxique de ces substances mieux que quiconque. Votre système de défense ne tient pas. Comment expliquer que vous ayez fait absorber ces produits à des personnes aussi bien portantes que Mme Légeret et Mme Fridges? L'accusé, sans se démonter, esquive l'obstacle. Comprenez, Monsieur le Président, j'ai tellement l'habitude de mes fioles que je ne regarde plus les étiquettes. Ma vue est basse, j'ai pu me tromper de flacon. Avec un entêtement poli, elle ne démordra pas de ses positions pour expliquer les 8 empoisonnements réussis qui lui sont reprochés. En effet, l'état de décomposition avancé de certains cadavres n'a pas permis à l'accusation d'allonger cette liste macabre. Mais au fil des audiences, on va découvrir des aspects insolites de la personnalité de Marie Jeanneret. Cité à la barre des témoins, un des nombreux médecins de l'accusé révèle que sa cliente cherchait sous tous les prétextes à se faire brûler le dos avec un fer rouge. Plus le traitement était douloureux, plus elle y prenait plaisir, commentera le praticien. Il n'y a pas de doute, le médecin de la prison confirme que l'épine dorsale de la prisonnière est effectivement couverte de meurtrissures et de cicatrices. Le docteur Binet, un autre médecin traitant, va faire une déclaration capitale qui, à nos yeux, est la clé la plus importante du comportement apparemment inexplicable de la meurtrière. Écoutez bien. L'accusé, dit-il, l'accusé avait l'obsession de l'atropine. Elle l'utilisait constamment, à tort et à travers, pour soigner ses maux. En usage externe, pour ses yeux et ses dents. En usage interne, pour des injections vaginales. Bref, c'était devenu une droguée. Maître Zur-Linden, l'avocat de la défense, saisit naturellement la balle au bond. Vous voulez dire, docteur, que les effets de l'atropine sont comparables à ceux du hashish ou de l'opium? Parfaitement, répond le praticien. L'usage immodéré de l'atropine peut provoquer une perversion partielle des facultés intellectuelles et morales. À partir de cet instant, nous sommes au cœur du procès. Marie Jeanneret est devenue dépendante de l'atropine, comme tant de drogués le sont aujourd'hui de l'héroïne. Vous mesurez immédiatement les implications qu'un bon avocat peut tirer d'un tel constat. Ma cliente n'est pas normale, c'est une toxicomane. Sous l'effet de la drogue, elle n'a jamais eu conscience de ses actes atroces. Elle ne relève pas de la justice des hommes, mais d'un asile pour aliénés. Mais, car il y a un hic, et il est de taille. Un des premiers soins du juge d'instruction avait été de soumettre l'inculpé à une expertise mentale, et les conclusions des 3 médecins vont dans un sens radicalement opposé. Ils indiquent dans leur rapport qu'ils n'avaient aperçu chez Marie Jeanneret aucune marque d'aliénation mentale et que toutes ses facultés intellectuelles paraissaient dans un état normal. Mais voilà, à l'heure du procès, Freud n'avait que 12 ans et les 3 médecins sont des aliénistes
et non pas des psychiatres. Ce sont des hommes de leur époque et on ne saurait le leur reprocher. En fait, le sort de Marie Jeanneret va se jouer sur une double question. A-t-elle agi en état de démence ou d'hystérie? Dans le premier cas, on a affaire à une folle inconsciente de ses actes et elle doit être déclarée irresponsable. Dans la seconde hypothèse, elle souffre d'un état pathologique qui, légalement, n'est pas suffisant pour entraîner son irresponsabilité. Manifestement, Marie Jeanneret présente tous les symptômes d'un tempérament hystérique. Elle a des crises nerveuses, des maladies multiples, elle est profondément surexcitée, instable, masochiste. En un mot, c'est une folâtre, pour reprendre l'expression de ses médecins. Mais les troubles mentaux de l'infirmière ne vont-ils pas au-delà de ce palier? Lors de chaque empoisonnement, a-t-elle ou non été poussée par une force irrésistible qui échappait à son contrôle? Toute la question est là. À l'heure du réquisitoire et des plaidoiries, l'état mental de l'accusé sera au centre des interventions. Dans un tel débat, sobre mais implacable, le procureur général Turrettini commence par faire le constat du massacre. Un massacre sans précédent dans les annales judiciaires genevoises. La multiplicité des crimes, le deuil de tant de familles plongées dans la stupeur et le désespoir, tout concourt à donner à ce procès un retentissement exceptionnel. On a habilement tenté de jeter le doute sur l'état mental de l'accusé. Voyons, messieurs les jurés, des milliers de femmes sont hystériques. Elles ne sont pas pour autant devenues des criminels. Ah, croyez-moi, j'aurais bien voulu me persuader que cette femme est démente et irresponsable. Mais tout vient contredire cette thèse. Folâtre, peut-être, mais pas folle. Ces actes sont le résultat de trop de calculs et de préméditation pour qu'on puisse admettre qu'elle a été poussée par une force irrésistible. Et par habile petite touche, le procureur poursuit. Dites-moi, messieurs les jurés, acheter successivement à petite dose des poisons en grande quantité, prendre soin de disséminer ces achats dans presque toutes les pharmacies de la ville et à l'étranger, administrer à ces malades, jour par jour, goutte à goutte, le poison qui devait les faire mourir à petit feu, est-ce là le comportement d'une personne égarée et dépourvue de jugement? La réponse est non. Quelques utopistes, poursuit le procureur général, quelques utopistes croient voir dans la monstruosité et la répétition de certains forfaits la preuve que leurs auteurs sont des malades mentaux. Notre bon sens proteste contre ces déductions qui remplacent le crime par la folie et la prison par la maison de santé. Ne voyez-vous pas dans cette philosophie fumeuse un effroyable encouragement à la criminalité? Quoi? Plus le crime serait énorme, plus il serait répété, et plus il serait inexplicable, plus l'accusé serait assuré du bénéfice de l'impunité? Messieurs, de très grands crimes ont été commis. Pour l'accusé, vous avez le droit, que dis-je, vous avez le devoir d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je réclame la peine de mort. C'est au tour de la défense de s'exprimer. Maître Zurlinden se lève, il est pâle, mais résolu. Il sait la difficulté de sa tâche. Il connaît les douleurs de tant de familles meurtries, il mesure l'animosité de la population contre l'empoisonneuse. Son talent sera à la mesure de celui de l'avocat général, mais avec une note supplémentaire, l'émotion. Messieurs les jurés, j'ai visité l'accusé plus de 100 fois, dans sa prison. Je sais de qui je parle. Marie Jeanneret n'est pas pour moi un dossier impersonnel, mais une réalité vivante. Je suis devenu pour elle un ami. Je remplace sa famille absente. Je voudrais vous faire partager ma conviction profonde. Ma cliente n'a jamais eu l'idée de faire mourir personne. Et Maître Zurlinden va soulever un argument scientifique
habile. Il va dire ceci. Marie Jeanneret a simultanément usé de morphine et d'atropine. Or, les experts ont démontré que ces deux substances se combattent et se neutralisent. Si elle avait voulu empoisonner son monde, elle aurait utilisé l'une ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Avez-vous déjà vu une empoisonneuse qui n'a de cesse d'appeler un médecin dès que les premiers symptômes apparaissent? A-t-on jamais vu un assassin, qu'on prétend pleinement responsable de ses actes, agir sans mobile? Puis, le défenseur va évoquer un point capital, les ravages que l'abus de l'atropine a pu exercer sur le psychisme de l'accusé. Comment ne pas admettre que ces injections ont eu une influence, encore inconnue de la science, sur sa cliente? Évidemment, il serait intéressant de savoir ce qu'en penseraient les toxicologues d'aujourd'hui. Toute la plaidoirie de Maître Zur-Linden se concentre ainsi sur un seul objectif, démontrer que Marie Jeanneret n'a jamais eu la volonté de tuer et que la justice doit en conséquence l'absoudre. Mais l'avocat de l'empoisonneuse est trop habile pour ne pas se ménager une ligne de repli. Dans le climat hostile qui règne à Genève, il sent bien qu'il ne pourra peut-être pas arracher l'acquittement de sa cliente. Et plutôt que la mort, il propose une transaction au jury. Messieurs les jurés, la peine de mort est une peine barbare, surtout quand elle s'applique à une femme. J'attends, à tout le moins, de vos cœurs et de vos esprits éclairés, des circonstances atténuantes. Elles existent, et vous en trouverez. Je dis que si la peine capitale était prononcée, l'avocat qui vous parle ne croirait plus en la justice. Les jurés entrèrent dans la chambre des délibérations à 11 h du matin. Ils ne déjeuneront pas. Ce n'est qu'à 3h15 qu'ils rapporteront leur verdict. Les réponses sur les 9 chefs d'accusation sont affirmatives, mais assorties de circonstances atténuantes. Le fameux compromis helvétique a une fois de plus joué. Marie Jeanneret sauve sa tête, mais pas sa liberté. Le président Colladon la condamne à 20 ans de travaux forcés, le maximum de la peine encourue. La Jeanneret mourra en prison 4 ans avant sa libération. 3 ans après sa condamnation, les autorités genevoises décident de mettre la guillotine au rancœur. Cet instrument de mort, le voici. Il a tranché la tête de 38 condamnés entre 1799 et 1862. Si le cœur vous en dit, vous pouvez la voir au Musée d'Art et d'Histoire à Genève. Bonsoir.